Peut-être qu'il n'existe pas d'événement plus marquant que celui-ci. Entre le 3 avril 1888 et le 13 février 1891, une dizaine de meurtres ont été attribués à un seul homme mystérieux, Jack l'Éventreur. 11 femmes au total ont été assassinées, toutes d'une manière atroce et brutale. Pourtant, au fil des années, seulement 5 d'entre elles ont pu être directement liées aux actes de Jack. À l'époque, plus de 3 agences de police de la Londres victorienne se sont impliquées dans la traque du meurtrier, un personnage énigmatique sur lequel on savait très peu de choses. Était-il boucher, barbier, un juif fou, ou simplement un homme ordinaire ayant échappé à un asile? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'histoire énigmatique de Jack l'Éventreur et suivre la piste sanglante qu'il a laissée dans l'histoire de l'humanité. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer, car je vais tout vous raconter. Vers l'année 1863, 25 ans avant l'émergence de Jack l'Éventreur, Mary Jane Kelly naissait dans la ville de Limerick, en Irlande. On ne connaît pas le nom de ses parents, mais selon Mary elle-même, ils étaient modérément riches. Dès son plus jeune âge, toute sa famille déménagea au Pays de Galles, où, vers l'âge de 16 ans, Mary finit par épouser un homme nommé Davis. Après quelques années de mariage, cet homme mourut dans une explosion dans une mine où il travaillait. Devenue veuve, Mary décida de s'installer dans la ville de Cardiff, l'actuelle capitale du Pays de Galles, où elle finit par se tourner vers la prostitution comme moyen de subvenir à ses besoins. En l'année 1884, Mary partit pour Londres, où elle trouva un emploi dans une civette du quartier de Chelsea. Plus tard, elle obtint un poste de domestique dans une pension de la rue Crispin, dans le quartier de Spitalfields. L'année suivante, Mary déménagea dans le centre de Londres, où elle rencontra une Française qui lui proposa un emploi dans un bordel de très haut standing. Sa beauté lui permit d'acquérir une certaine popularité ainsi que des richesses, qu'elle dépensa en vêtements neufs et en calèches. Les temps étaient durs, et bien qu'elle cherchât uniquement à survivre, elle savait qu'elle devait profiter de tout ce luxe éphémère. Finalement, Mary rencontra le propriétaire Francis Craig, qui l'emmena à Paris. Mary n'apprécia absolument pas l'atmosphère qu'offrait la France, mais resta avec lui et choisit de se faire appeler Mary Janet. Sous ce nom, elle vécut comme une dame. Cependant, sa chute fut aussi rapide que son ascension. Encore en 1885, Mary revint de Paris et s'installa avec une femme nommée Buck, dans un complexe de logements situé près des docks de Londres. Durant cette période, elle commença à boire beaucoup et supposément elle était suivie par le propriétaire d'un des bordels où elle avait travaillé. Quelque temps après, Mary fit la connaissance de Mademoiselle McCarthy et de son mari John, qui devinrent ses propriétaires. Elle prit alors le nom de Mary McCarthy. Un an après son retour de Paris, en 1886, Mary s'impliqua avec 2 autres hommes, tous 2 résidant dans des zones dégradées de Londres. Sa déchéance la mena dans les bras de Joseph Barnett, âgé de 28 ans. Joseph était un porteur de poissons du marché de Billingsgate. La même année, les 2 commencèrent à vivre ensemble, passant d'un logement à un autre jusqu'à s'installer dans une chambre au fond de Dorset Street, à Spitalfields. Cette chambre se situait dans ce qui était considéré comme la pire rue de Londres, au numéro 13 de Miller's Court, entre un passage de Dorset Street. Le symbolisme de cette chambre était particulier. Elle contenait un lit, 3 tables et une chaise. Au-dessus de la cheminée, il y avait une gravure du tableau « La veuve du pêcheur », qui, en réalité, selon la BBC, n'était qu'une copie du tableau « Un matin sans espoir » de Frank Brumley. Les seules fenêtres de la chambre étaient irrégulières, l'une étant plus grande que l'autre, et la porte de la chambre donnait directement sur l'arche délabrée du passage reliant Miller's Court à Dorset Street. De plus, la porte de la chambre était éclairée par une lampe à gaz située à côté. La vie du jeune couple était décrite comme agitée. Une des voisines de Mary, Julia Venturi, raconta plus tard que lors d'une beuverie excessive, Mary finit par casser une fenêtre, qui fut ensuite recouverte de manteaux pour empêcher le froid glacial de Londres d'entrer. Une autre voisine et amie de Mary, Lizzie Albrook, déclara que Mary était à bout et souhaitait retourner en Irlande.
Le malheur de Mary était évident, notamment à cause des heures qu'elle passait ivre, chantant des chansons irlandaises que tous ses voisins pouvaient entendre. Cette personnalité sombre lui valut le surnom de Dark Mary. En juillet 1888, Joseph perdit son emploi et Mary décida de reprendre la prostitution. Son expérience dans les rues de Londres lui permit de se montrer compatissante envers ses collègues. Ainsi, elle finit par en inviter plusieurs à dormir dans sa chambre pour les protéger du froid des nuits londoniennes. Cependant, ce comportement provoqua la fin de sa relation avec Joseph, qui partit vivre dans le quartier de Bishopsgate. Malgré cela, Joseph ne parvint pas à se détacher de Mary et retournait souvent lui donner un peu d'argent. Sa dernière visite eut lieu le 8 novembre 1888, en début de soirée. Ce soir-là, Mary fut vue en train de jouer aux cartes avec d'autres habitants, puis au pub Ten Bells, en compagnie d'une femme nommée Elizabeth Foster. Plus tard, elle fut également vue en train de boire avec deux de ses collègues au pub Horn of Plenty, proche de sa chambre dans Dorset Street. Vers 23h45, la prostituée Mary Ann Cox, âgée de 31 ans, vit Mary retourner chez elle complètement ivre, accompagnée d'un homme robuste et roux. L'homme portait un chapeau melon en feutre noir, avait de grosses moustaches, des taches sur le visage et tenait une bière à la main. Quelques minutes plus tard, Mary Ann Cox rapporta avoir entendu sa voisine irlandaise chanter Violet from Mother's Grave. Le chant continua jusqu'à 1h du matin, et lorsque la femme rentra chez elle, elle déclara que Mary était silencieuse. Son ancien propriétaire, John McCarthy, décrivit Mary comme studieuse et artistique. Cependant, il ajouta qu'en dépit de son calme lorsqu'elle était sobre, Mary devenait très bruyante lorsqu'elle était ivre. Curieusement, quelques mois avant sa descente dans les ruelles sombres et abandonnées de Londres, Mary avait demandé à Joseph Barnett de lui lire les manchettes des journaux. En première page d'un journal londonien, il y avait plusieurs détails concernant une série de crimes appelés les meurtres de Whitechapel. Apparemment, Mary était analphabète et apprit de la bouche de Joseph qu'un seul homme assassinait les femmes des rues de Londres. Peut-être est-ce pour cette raison qu'elle hébergea certaines femmes dans sa chambre, mais l'histoire n'en apporte aucune certitude. En revanche, l'histoire établit un lien symbolique entre Mary et celui que les journaux appelleraient Jack l'Éventreur. Au même moment où la folie meurtrière de Jack débutait, Mary atteignait le point le plus sombre et le plus dégradé de sa vie. Il était environ 1h30 du matin, le 3 avril 1888, lorsqu'une femme nommée Emma Elizabeth Smith fut suivie par une bande de marginaux sur Whitechapel Road. Emma courut, mais la bande était prête à l'attaquer. Sur Wentworth Street et Brake Lane, la bande l'agressa et la dépouilla. Après l'attaque, Emma réussit à se relever et à atteindre la pension où elle logeait sur George Street. Il était environ 5h du matin lorsqu'elle fut accueillie par l'une des gérantes, Mary Rochal, et une autre locataire, Anne Lee, qui l'emmenèrent à l'hôpital de Londres. À l'hôpital, Emma décrivit l'attaque et déclara que l'un des agresseurs était très jeune. Malheureusement, en raison de ses blessures, elle mourut à 9h du matin le lendemain. Les autorités ne furent contactées qu'1 jour après la mort d'Emma, et une enquête officielle, intitulée « Meurtre à Whitechapel », fut ouverte. À l'époque, la police ne réussit jamais à rassembler des informations sur ce qui s'était passé, car tout ce qu'elle possédait était constitué des récits des proches qui avaient accompagné Emma jusqu'à sa mort. Ainsi, les autorités finirent par classer l'affaire. Le médecin légiste de Londres, N. Baxter, décrivit l'événement comme étant impossible à imaginer, une attaque des plus brutales et lâches. L'affaire fut portée devant le tribunal de Londres, où elle fut classée sous le verdict de meurtre volontaire. Ce cas est important, car c'est à travers lui qu'une enquête englobant tous les cas de Jack l'Éventreur fut créée. En d'autres termes, les chances qu'il ait été impliqué dans cette attaque sont improbables. Cela dit, nous sommes conduits à la fin de la nuit du 7 août 1888, lorsque John Ribbs trouva le corps d'une femme allongée sur le dos dans une grande mare de sang. Le corps fut découvert dans un complexe d'appartements de George Yard. Lorsque le docteur Timothy Keeling examina le corps, il déclara que la femme était déjà morte sur place. Par la suite,
La victime fut identifiée comme étant Martha Tabram, âgée de 39 ans. Selon le médecin légiste, elle avait reçu environ 39 coups de couteau sur tout le corps, la région thoracique étant la plus touchée. Étrangement, le légiste constata que Martha semblait avoir été tuée avec 2 couteaux différents, l'un étant pointu et fin, et l'autre ayant une lame d'au moins 15 cm de longueur. L'enquête n'aboutit à rien, et son cas fut classé avec le verdict final de meurtre volontaire commis par une ou plusieurs personnes inconnues. À la fin du mois, le conducteur Charles Cross conduisait sa charrette vers l'écurie lorsqu'il tomba sur un corps féminin étendu devant la porte de l'endroit. Il était environ 3h45 du matin, et il ne fallut que quelques secondes pour constater que la gorge de la femme avait été brutalement tranchée. L'affaire fut confiée à la division J de la police métropolitaine de Londres, qui ne parvint pas à obtenir beaucoup de succès dans son enquête. Le médecin légiste informa que la femme avait eu la gorge tranchée 2 fois et que son abdomen avait été lacéré par un objet tranchant. Quelques perforations furent également observées sur le côté droit de son abdomen. Elle fut finalement identifiée comme étant Mary Ann Nichols, âgée de 43 ans. Les investigations tentèrent de relier l'attaque à une bande locale, mais le journal The Star publia un article suggérant qu'un seul assassin était responsable des attaques contre Emma Elizabeth Smith et Martha Tabram. Cette connexion fit que les inspecteurs Frederick Aberline, Emery Moore et Walter Andrews du bureau central de la police métropolitaine de Londres furent appelés. Initialement, il y eut une résistance de la part du médecin légiste à relier les crimes, car il considérait que les armes utilisées dans les attaques étaient différentes. Bien qu'il y ait eu des théories et des suppositions, l'affaire resta au point mort jusqu'au 8 septembre 1888, lorsque le corps d'Annie Chapman, âgée de 47 ans, fut découvert dans la cour d'une résidence sur Hanbury Street, à Whitechapel. Elle travaillait comme prostituée et vivait sur Dorset Street. Au cours de l'enquête, il fut découvert qu'elle était passée sur Dorset Street vers 11h30 la nuit précédente. Le corps mutilé fut trouvé par un homme nommé John Davis, qui courut et cria à 2 hommes se trouvant devant le pub Black Swan. « Homme, venez ici, une femme a dû être assassinée. » La commotion causée par le crime fut signalée à l'inspecteur Chandler de la division H, qui était au commissariat de police lorsqu'il fut informé de la découverte. Sur place, le chirurgien Baxter Phillips rapporta que la femme avait été étranglée puis violemment mutilée. Lors de l'autopsie, il fut déclaré que la gorge de la femme avait été tranchée et que ses intestins avaient été arrachés. Une partie de son abdomen avait été retirée et placée sur son épaule droite, tandis qu'une autre partie de l'abdomen et des organes génitaux avait été déposée sur son épaule gauche. De plus, il fut observé que l'utérus, le vagin, la vessie et le nombril avaient été extraits. Près de la cour où le corps fut découvert, un morceau de tablier en cuir fut récupéré. Cette piste mena l'enquête jusqu'à la porte de John Pizer, connu dans la région sous le surnom de tablier de cuir. Cependant, son alibi fut jugé assez solide pour qu'il soit retiré de la liste des suspects. Au cours de l'enquête, un témoin nommé Elizabeth Long déclara avoir vu la victime parler avec un homme qu'elle décrivit comme ayant environ 40 ans, portant un manteau sombre et un chapeau, avec une apparence élégante. Elizabeth identifia également cet homme comme étant juif. À l'époque, la région de Whitechapel comptait une grande population juive, ce qui signifiait qu'il ne serait pas facile de localiser le suspect. Le chirurgien Baxter Phillips affirma que le meurtre avait probablement été commis par quelqu'un ayant une certaine expérience avec les couteaux. Un autre témoin, Albert Kadosh, déclara avoir entendu des bruits de dispute venant de la cour. Lorsque l'idée selon laquelle le meurtrier pouvait être juif parvint aux oreilles du Parlement de Whitechapel, une grande vague de manifestations éclata. En même temps, une certaine insatisfaction à l'égard du travail de la police poussa les habitants à fonder le comité de vigilance de Whitechapel, dirigé par George Lusk. Ce comité offrit des récompenses importantes pour toute information pouvant mener à l'arrestation du meurtrier. Le comité engagea également des détectives privés pour participer à l'enquête, mais aucun résultat ni aucune piste concrète ne furent obtenus. À ce stade, l'enquête policière devint confuse, car le chef de l'enquête, Robert Anderson, venait de partir en congé médical. En réponse, le commissaire en chef Charles Warren nomma l'inspecteur en chef Donald Swanson
pour coordonner les investigations menées par la police métropolitaine de Londres. Cette nouvelle direction porta rapidement ses fruits. Environ 11 jours plus tard, Charles Ludwig fut arrêté sous l'accusation d'être impliqué dans les meurtres. Pour certains, cela signifiait que le meurtrier avait été capturé. Cependant, un événement allait tout bouleverser. Le 27 septembre 1888, l'agence centrale de presse reçut une lettre intitulée « Cher chef ». Son auteur signait et se désignait lui-même comme Jack l'Éventreur. Il revendiquait les derniers meurtres. Je ne vais pas citer la lettre en entier, mais nous pouvons nous concentrer sur la partie la plus emblématique, qui disait « Pour mon prochain travail, je couperai les oreilles des demoiselles et les enverrai à la police pour m'amuser. Gardez cette lettre secrète jusqu'à ce que j'ai fait un peu plus de travail, puis publiez-la immédiatement. Mon couteau est si beau et affûté que je veux commencer à travailler dès maintenant si j'en ai l'occasion. Bonne chance. Cordialement vôtre, Jack l'Éventreur. » C'est à ce moment-là que le supposé meurtrier s'autoproclama Jack l'Éventreur, un surnom qui marquerait à jamais l'histoire criminelle de Londres. Et pour aggraver les choses, Jack tint parole. Il était environ 1 heure du matin, le 30 septembre 1888, lorsque le corps de la prostituée Elizabeth Stride, âgée de 44 ans, fut découvert sur ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Henrik Street, à Whitechapel. Sa gorge avait été tranchée violemment. Le corps fut découvert par un homme nommé Louis Diemschutz, qui fit du bruit en arrivant dans la cour de la rue. Des sources rapportent que son arrivée aurait pu interrompre les actes du meurtrier. Cependant, environ 45 minutes plus tard, le corps de Catherine Adams, âgée de 46 ans, fut retrouvé au sud-ouest de Mitre Square, à Londres. D'un point de vue géographique, il aurait fallu environ 15 minutes à l'assassin pour quitter le lieu de l'attaque d'Elizabeth et croiser Catherine. Une grande partie du visage de la femme avait été mutilée et ses intestins avaient été posés sur son épaule droite. Son rein et son utérus avaient été complètement retirés. Dans les jours qui suivirent, plusieurs experts conclurent que l'assassin possédait sans aucun doute une connaissance générale de l'anatomie humaine. Cependant, le chirurgien George William Siqueira et le médecin William Cedric Saunders, qui assistèrent à l'autopsie, furent en désaccord avec cette hypothèse. À ce moment-là, les deux attaques avaient eu lieu de l'autre côté de Londres, ce qui signifiait qu'un autre détective fut chargé de l'affaire. Plus tard, cela fut rapporté comme l'une des raisons pour lesquelles, à l'époque, il y eut beaucoup de confusion dans la collecte de détails importants concernant la trace de l'assassin. Quelques heures plus tard, à environ 500 mètres du lieu du crime, une écriture à la craie fut trouvée sur un mur. Elle disait « Les Joes sont les hommes qui ne sont coupables de rien ». L'expression « Joes » fut interprétée comme une écriture dérivée du mot « jubello » en référence aux Juifs. L'écriture fut rapidement effacée par peur de manifestations antisémites. Le témoin le plus important dans cette affaire fut Joseph Lowland, qui déclara avoir vu Catherine en compagnie d'un homme qu'il décrivit comme ayant environ 30 ans, portant un chapeau pointu et une moustache fine. Cette description correspondait à celle d'un autre témoin qui décrivit le même individu marchant aux côtés de la victime. Malgré les indices, les témoins et une enquête en cours, les habitants de Whitechapel continuèrent à critiquer le manque de progrès dans les investigations. Cette pression conduisit à offrir 59 000 livres pour toute information menant à la localisation du suspect. De nos jours, ce montant équivaut à environ 350 000 raies. Les autorités décidèrent également d'utiliser des chiens pisteurs, mais cette idée ne mena à rien, car l'environnement urbain de la ville était saturé par diverses odeurs. On craignait également que les chiens soient empoisonnés par des criminels de la région. Tout ce manque de progrès amena les autorités à recevoir une nouvelle lettre de Jack l'Éventreur. Le 1er octobre, une lettre intitulée « Jack Piquant » fut reçue par les journaux. Elle disait « Je ne plaisantais pas, cher vieux chef, quand je vous ai donné cet indice. Vous entendrez parler du travail de l'insolent Jack demain. Événement double. Cette fois-ci, la numéro 1 a crié un peu trop fort et je n'ai pas pu finir tout de suite. Je n'ai pas eu le temps de couper les oreilles pour les donner à la police. » Curieusement, l'oreille de Catherine Eddowes se trouvait symboliquement à côté de son corps. Cependant, il était établi que la lettre avait été cachetée et livrée un jour après les meurtres. Cela signifie qu'aujourd'hui encore, l'authenticité de ces lettres reste un sujet de débat. Nous en parlerons davantage à la fin de cette histoire,
Mais pour l'instant, continuons avec l'affaire. Le 2 octobre 1888, un torse féminin fut découvert dans une cave d'un des nouveaux bâtiments en construction de la police métropolitaine de Londres. Les journaux considérèrent cet événement comme un acte flagrant d'insulte et de provocation de la part de celui qu'on appelait Jack l'Éventreur. Aujourd'hui, cet événement est connu sous le nom du mystère de Whitehall. Cet acte n'a jamais été officiellement lié à Jack l'Éventreur, mais certains continuent à établir un lien entre eux. À ce stade de l'affaire, Robert Anderson revint de son congé médical et reprit la direction de l'enquête. Le 16 octobre, George Lusk, chef du comité de vigilance de Whitechapel, reçut une lettre intitulée « De l'enfer ». Elle disait « Monsieur Lusk, je vous envoie la moitié du rein que j'ai prélevé d'une femme et que j'ai conservé pour vous. L'autre moitié, je l'ai fait frire et manger. C'était délicieux. Peut-être que je vous enverrai le couteau ensanglanté qui a servi à l'extraire, si vous attendez encore un peu. Signé, attrapez-moi si vous le pouvez, Monsieur Husky. » L'écriture de cette lettre était différente de celle des deux premières, mais elle était beaucoup plus macabre, car elle était accompagnée d'un véritable rein humain conservé. Initialement, cette lettre plongea l'affaire encore davantage dans l'ombre. La différence d'écriture semblait indiquer qu'il y avait deux suspects différents, ou, dans le pire des cas, qu'un imitateur présumé agissait de concert avec le meurtrier original. Aujourd'hui, cette lettre est considérée comme ayant plus de chances d'avoir été écrite par le véritable Jack l'Éventreur. La raison de cela réside dans la manière dont elle a été écrite, avec de nombreuses fautes grammaticales et des ratures qui indiquent que l'auteur maîtrisait mal l'écriture. En octobre également, le chef des enquêtes, Robert Anderson, demanda au chirurgien de la police, Thomas Bond, de donner son avis sur les compétences de l'assassin. Son opinion allait devenir l'un des premiers profils criminels officiellement créés dans l'histoire. Thomas Bond analysa les détails des mutilations des victimes et déclara ce qui suit. Il n'y a aucun doute que les 5 meurtres ont été commis par la même personne. Pour les 4 premières victimes, la gorge a été tranchée de gauche à droite. Cependant, pour le dernier cas, il est impossible de savoir dans quelle direction le coup fatal a été porté. La principale artère du cou a été sectionnée et écrasée contre le mur, près de l'endroit où la tête de la femme était positionnée. Toutes les circonstances suggèrent que la femme était couchée, face contre terre, au moment du crime. Et dans tous les cas, la gorge a toujours été la première cible. Bond décrivit ensuite l'assassin comme un homme solitaire, sujet à des accès périodiques de sadisme et de manie sexuelle. Il ajouta également un point révolutionnaire pour l'époque. Il supposa que le criminel souffrait probablement d'une maladie mentale grave. Cependant, Bond fit remarquer que, curieusement, les victimes n'avaient pas été agressées sexuellement. La plupart avaient eu leurs organes génitaux détruits et avaient été placés dans des positions sexuellement humiliantes pour exposer leurs blessures. À l'époque, certains spécialistes s'opposèrent à l'idée que Jack l'Éventreur tirait un quelconque plaisir sexuel de ses attaques. Aujourd'hui, grâce aux recherches du FBI, nous savons que pratiquement tous les criminels violents agissent par pur plaisir sexuel, et il n'y a aucun doute que cela s'appliquait également à Jack. Mais à l'époque, sur la base de suppositions, environ 76 bouchers furent interrogés. Même la reine Victoria se prononça, affirmant que l'assassin pouvait être un boucher ou un employé travaillant dans les équipages exportant du bétail. La région de Whitechapel était proche des docks de Londres, où de nombreux navires accostaient et repartaient. Cette piste fut examinée, mais aucune preuve concrète ne permit de la confirmer. À la fin du mois d'octobre, plus de 2000 personnes avaient été interrogées. Parmi elles, 300 furent examinées de près et 80 furent arrêtées sous des soupçons divers. La situation dans son ensemble était dramatique. Lorsque l'on étudie le cas de Jack l'Éventreur, on est transporté dans une Londres où l'on comptait environ 62 bordels et des milliers de femmes travaillant comme prostituées dans la région de Whitechapel. Cette situation était largement due à des tensions sociales. Quelques années auparavant, l'Angleterre avait accueilli des milliers d'immigrants irlandais. En 1892, de nombreux Juifs fuyaient également l'Europe de l'Est pour chercher refuge en Angleterre. En conséquence, Whitechapel était surpeuplé et sur le point d'imploser. Les conditions sociales avaient entraîné l'alcoolisme public, la pauvreté, la prostitution et une augmentation grotesque des violences envers les femmes. Parallèlement au meurtre de Jack,
les crimes mineurs tels que les vols et les agressions avaient également augmenté de manière spectaculaire. Toute la région de Whitechapel s'était transformée en un lieu marqué par la pauvreté et la violence. Et ne vous y trompez pas, bien que nous ayons décrit 5 meurtres jusqu'à présent, à cette même époque, des dizaines d'autres femmes furent découvertes dans des conditions similaires à travers Londres. Cependant, l'histoire, les journaux et les autorités ne se concentraient que sur certaines victimes. L'une d'elles était une Irlandaise connue sous le surnom de Dark Mary, ou Mary Jane Kelly, qui, à ce moment de l'histoire, était sur le point de croiser le chemin de ce terrible assassin. Aux premières heures du matin du 8 novembre 1888, Elizabeth Broter, une résidente de la chambre située au-dessus de celle de Mary Jane Kelly, fut réveillée par son chat qui marchait sur son corps. Elle se réveilla entre 3h30 et 4h du matin et entendit une sorte de gémissement provenant de la chambre en dessous de la sienne. Plus tard, Elizabeth déclara qu'elle n'avait pas cherché à en savoir plus sur ce bruit, car ce type de gémissement était courant dans le quartier. Une autre voisine, Sarah Louise, déclara également avoir entendu un cri mêlé à un gémissement. Elle précisa qu'elle n'y avait pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait d'un événement ordinaire. Le matin suivant, l'ancien propriétaire de Mary, John McCarthy, envoya Thomas Boyer à la chambre de Mary sur Dorset Street pour lui réclamer le loyer. Selon les sources, Mary avait accumulé un retard de plus de 6 mois. Vers 10h45 du matin, Thomas frappa plusieurs fois à la porte de Mary, mais n'obtint aucune réponse. Il décida alors de regarder à travers une fissure dans la fenêtre brisée de la chambre. En écartant le tissu qui recouvrait l'ouverture, il fut horrifié de découvrir une scène terrifiante. Le corps de Mary Jane Kelly avait été brutalement mutilé. Choqué, Thomas retourna immédiatement à la résidence de McCarthy pour lui raconter ce qu'il avait vu. Ils se rendirent ensuite au poste de police. Cependant, Thomas, incapable de décrire clairement la scène qu'il avait découverte, mentionna simplement le nom Jack l'Éventreur. L'inspecteur Walter Beck accompagna Thomas à la chambre, où il constata lui-même l'horrible scène. Il fit alors appel au chirurgien George Bagster Phillips. Peu après, une grande majorité des chefs des différentes divisions de la police de Londres se rassemblèrent sur les lieux, parmi lesquels Robert Anderson de la police métropolitaine. La présence de ces hauts responsables attira environ 1000 personnes sur Dorset Street, curieuses de voir quelque chose ou simplement indignées par le crime. Jack l'Éventreur avait frappé à nouveau, et cette fois, de manière encore plus brutale. La porte de la chambre fut défoncée vers 13h30. À l'intérieur, les enquêteurs constatèrent que la cheminée était allumée avec un feu intense. Dans les flammes, des vêtements féminins étaient en train de brûler. L'inspecteur Frederick Aberline supposa que l'assassin avait utilisé les vêtements de Mary pour éclairer la pièce pendant qu'il accomplissait son travail macabre. Lorsque le corps fut retiré de la chambre, Joseph Barnett et John McCarthy furent les seuls à l'identifier formellement comme étant celui de Mary. L'autopsie de Mary prit environ 2h30. Elle fut réalisée par Thomas Bond et George Bagster Phillips. Le rapport produit par les deux hommes était profondément troublant. La cause du décès fut attribuée à une profonde entaille à la gorge. Cependant, ce qui glaça le plus les enquêteurs, ce furent les mutilations post-mortem. L'abdomen de Mary avait été entièrement vidé et ses viscères avaient été placés à côté de son corps. Ses seins avaient été coupés et son visage portait de nombreuses entailles irrégulières. Près du visage, l'assassin avait placé un de ses seins, ses reins et son utérus. Des morceaux de sa cuisse furent retrouvés sur la table de la chambre. Il est pratiquement impossible de décrire toutes les blessures, mais environ 2 litres de sang furent observés autour du lit de la victime. Une grande partie des murs était tachée de sang et au sol, des fragments d'os et de muscles avaient été éparpillés par l'assassin. Sur le pouce droit de Mary, une petite entaille suggérait qu'elle avait tenté, brièvement, de se défendre contre l'assassin. Selon le rapport, l'assassin aurait pris environ 2 heures pour infliger toutes ces blessures. Thomas Bond et George Bagster Phillips nièrent que l'assassin possédait des connaissances en anatomie, car les entailles étaient imprécises et maladroites. L'enquête officielle se conclut par un verdict de meurtre volontaire,
commis par une ou plusieurs personnes inconnues. Thomas Bond déclara que les meurtres de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly avaient tous été commis par le même assassin. L'horreur du meurtre de Mary poussa le commissaire de police Charles Warren à annoncer une amnistie pour toute personne complice qui révélerait l'identité de l'assassin. Cependant, personne ne se présenta au poste de police. Mary Jane Kelly fut enterrée environ 10 jours après sa mort au cimetière catholique romain Saint-Patrick à Leytonstone. John McCarthy veilla à ce qu'elle reçoive tous les rites religieux de l'Église. Le jour de l'enterrement, Joseph Barnett, 6 femmes qui connaissaient Mary et un homme représentant John McCarthy assistèrent aux funérailles. De nombreuses personnes restèrent au loin, observant les rites religieux. À la fin, sa tombe portait l'inscription « À la mémoire affectueuse de Mary Jane Kelly. Nul, à part les cœurs solitaires, ne peut connaître ma tristesse. L'amour est éternel. » Selon les chercheurs, c'est ainsi que la trajectoire sanglante de Jack l'Éventreur s'acheva. Cependant, au fil des années, d'autres morts étranges continuèrent de survenir dans tout Londres. Le 20 décembre 1888, le corps de Rose Millett, une prostituée, fut retrouvé étranglé. Sa mort fut considérée comme accidentelle par les médecins légistes, car aucun signe de lutte ne fut détecté. Cependant, le jury qui examina l'affaire pensait qu'elle avait été assassinée. Alice Mackenzie fut retrouvée morte le 17 juillet 1889. Elle avait une artère tranchée de gauche à droite et de multiples blessures sur l'abdomen. Si ce meurtre fut initialement relié à ceux de Jack l'Éventreur, le rapport final conclut qu'il s'agissait d'un cas incertain. Il était similaire aux autres, mais pourrait être une tentative maladroite d'un imitateur. Cette hypothèse était basée sur le fait que les coupures sur l'abdomen étaient moins violentes, indiquant que l'assassin ne semblait pas avoir une grande expérience. Avec le temps, l'intérêt pour Jack diminua, et les victimes furent progressivement oubliées. Cependant, le 10 septembre 1889, un torse féminin fut retrouvé sur Pinchin Street à Whitechapel. Ce torse portait de nombreuses marques indiquant des coups, et l'abdomen présentait des blessures. Bien que moins brutales, l'identité de la femme ne fut jamais découverte, et ses restes démembrés ne furent jamais retrouvés. Ce torse, cependant, fut relié à celui découvert en 1888 lors des attaques de Jack dans l'un des bâtiments en construction de la police. L'hypothèse la plus largement acceptée est qu'un autre tueur en série ait pu agir la même année que Jack. Les chercheurs relient également les torses de ces 2 femmes à d'autres retrouvés démembrés en 1873 et 1864. Le 13 février 1892, une prostituée nommée Frances Coles fut attaquée près d'une voie ferrée. Sa gorge avait été tranchée de la même manière que celle des victimes de Jack, mais comme il n'y avait pas de mutilation brutale, ce meurtre ne fut pas officiellement lié à Jack l'Éventreur. France mourut plus tard à l'hôpital, et les enquêteurs pensaient que le meurtrier pouvait être un homme en colère contre les femmes. Un suspect, James Sadler, fut arrêté et considéré comme un possible auteur dans l'affaire de Jack, mais il fut relâché 1 mois plus tard. Dans les mois qui suivirent, Jack devint une légende et aucun nouveau meurtre ne fut enregistré. Sa disparition soudaine suscita de nombreuses spéculations et mystères. Certains pensent qu'il est mort de cause naturelle ou qu'il a été emprisonné pour un délit mineur. D'autres supposent qu'il a quitté Londres pour échapper aux autorités. Quoi qu'il en soit, beaucoup s'accordent à dire une chose. Jack l'Éventreur aurait difficilement arrêté de tuer de son propre gré. Actuellement, le matériau le plus connu concernant l'identité supposée de Jack l'Éventreur provient du livre intitulé « Le journal de Jack l'Éventreur », écrit en 1993 par Shirley Harrison. Ce livre est une compilation de notes sous forme de journal, prétendument écrite par le commerçant de coton James Maybrick, qui affirmait être le meurtrier. En 1888, James aurait découvert que sa femme, Florence Maybrick, entretenait une liaison avec un homme nommé Alfred Brierley. Au fil de ses notes, il exprime de manière explicite la rancune et la haine qu'il ressentait envers eux. Cette haine aurait été, selon lui, le déclencheur des meurtres. Dans le journal, James décrit en détail chacun des 5 meurtres attribués à Jack l'Éventreur.
Il affirme également avoir envoyé lui-même les lettres aux journaux. Cependant, un problème majeur entoure la véracité de ce journal, et l'histoire de sa découverte est pour le moins intrigante. Le journal aurait été trouvé par un électricien dans le grenier de la résidence des Maybrick. Il fut ensuite remis à Michael Barrett, qui le confia à Shirley Harrison. Dans son livre, Shirley décrit ses doutes et son enquête personnelle sur l'authenticité du document. Toutefois, au lieu de présenter ses doutes et recherches de manière équilibrée, Shirley tente constamment de convaincre les lecteurs de la véracité du journal. Elle appuie sa thèse avec plusieurs preuves présumées, notamment une montre gravée des initiales de James Maybrick, ainsi que les noms des 5 victimes de Jack. Néanmoins, il appartient au lecteur de décider ce qu'il souhaite croire. Dans cette vidéo, nous mettons en lumière quelques passages intéressants du livre. Dans une des notes, James aurait écrit « Le temps passe trop lentement. Je dois encore trouver le courage de commencer ma campagne. » En lien avec ce passage, James continue par ces mots. « Toutes les putains doivent souffrir avant. Et mon Dieu, comme je vais les faire souffrir, tout comme elle m'a fait souffrir. » En lisant attentivement le livre, il est possible de remarquer que l'auteur pousse le lecteur à adopter une ligne de pensée trop simpliste pour quelqu'un dont la signature criminelle était basée sur une violence pure. Cela nous conduit à la dernière note du journal, où James rapporte que Florence avait découvert ses actes. Il écrit « Elle sait pour mes crimes. Je prie pour qu'elle me tue. Ce serait si simple. Elle connaît mon médicament, et avec 1 ou 2 doses supplémentaires, tout serait fini. » À la fin, il signe « Le 3 mai 1889, sincèrement, Jack l'Éventreur. » James mourut 8 jours après cette prétendue note. Sa mort fut jugée suspecte par ses enfants, ce qui conduisit à une autopsie. Les analyses révélèrent une forte dose d'arsenic dans son système, ce qui fit naître des soupçons de meurtre. Florence Maybrick fut alors traduite en justice et condamnée pour le meurtre de son mari. Son procès provoqua une grande agitation publique. Elle fut initialement condamnée à mort, mais sa peine fut commuée en réclusion à perpétuité. Elle resta 14 ans en prison. L'incarcération affecta gravement son état mental, mais en 1904, Florence reprit sa vie en donnant des conférences pour défendre son innocence. Cependant, elle mourut en 1941, seule et dans une pauvreté extrême. En 2015, Bruce Robinson publia un livre affirmant que le frère de James, Michael Maybrick, était le véritable meurtrier. Cependant, cette théorie est largement considérée comme spéculative. Plus récemment, Chris Jones, professeur d'histoire et directeur adjoint de l'école Gateacre à Liverpool, écrivit The Maybrick Murder and the Diary of Jack the Ripper, The Endgame. Dans ce livre, il propose d'innocenter à la fois Florence pour le meurtre de son mari et James Maybrick, injustement lié au crime de Jack l'Éventreur. En général, il est recommandé de lire le livre de Shirley Harrison et d'en tirer vos propres conclusions, car il serait impossible de couvrir chaque détail dans cette vidéo. Un autre suspect que nous avons choisi de mentionner ici est James Kelly. Il fut emprisonné en 1883 après avoir poignardé sa femme à mort. Plus tard, il s'évada en janvier 1888 de l'asile de Broadmoor. Pendant les enquêtes, les autorités le recherchèrent activement. Elles le considéraient comme un suspect sérieux. Cependant, James resta en fuite jusqu'en 1927, année où il retourna volontairement à l'asile. James ne révéla aucun détail sur ses activités durant sa période de fuite. Les enquêteurs pensaient qu'il avait travaillé comme rembourreur de meubles, un métier nécessitant l'utilisation de couteaux. Pour beaucoup, James est considéré comme l'un des principaux suspects. Ses prétendues notes, où il exprimait une haine féroce envers les prostituées, renforcent cette hypothèse. De plus, une prostituée aurait été assassinée de manière similaire aux victimes de Jack l'Éventreur à New York, où James aurait résidé pendant sa fuite. James mourut en 1929 de cause naturelle. Un autre suspect, Robert Stevenson, fut également considéré comme un potentiel coupable. Stevenson avait été admis en tant que patient à l'hôtel de Whitechapel au début des meurtres en 1888 et en sortit lorsque ceux-ci cessèrent. Bien que Robert ne soit pas un suspect très crédible, des chercheurs pensent qu'il aurait pu être impliqué dans la rédaction des lettres. Cela ferait de lui l'un des responsables de la célébrité de Jack l'Éventreur. Un autre nom fréquemment cité est celui du duc Albert Victor, petit-fils de la reine Victoria. Bien que certains croient à son implication,
cette hypothèse est souvent perçue comme une théorie fantaisiste de l'époque. Actuellement, la liste des suspects comprend près d'une vingtaine de noms. Pour cette raison, nous n'aborderons pas tous ces suspects dans cette vidéo. Nous allons maintenant nous concentrer sur le dernier et probablement le plus plausible de cette liste. Aaron Kosminski. Cependant, avant de parler de lui, une surprise nous attend. Nous devons d'abord évoquer le profil établi par l'ancien agent du FBI, John Douglas, qui fut engagé pour créer une analyse comportementale de Jack l'Éventreur. Comme beaucoup le savent déjà, John Douglas est devenu une légende au FBI grâce à son travail dans l'unité des sciences comportementales, aujourd'hui connue sous le nom d'unité de soutien aux enquêtes. John, aux côtés de plusieurs autres agents, a interviewé des centaines de criminels violents et a même contribué à l'arrestation de tueurs en série tels que Wayne Williams et Robert Hansen. En juillet 1988, John a été chargé de rédiger un rapport complet sur le profil de Jack l'Éventreur pour le Centre national d'analyse des crimes violents du FBI. Pour ceux qui sont intéressés, ce rapport est disponible sur le site web du FBI. Nous laisserons le lien dans le commentaire épinglé. Fort de son expérience, l'agent explique les points suivants. Jack venait probablement d'une famille où il avait été élevé par une mère dominatrice et un père faible, passif ou absent. Il est très probable que sa mère buvait beaucoup et aimait la compagnie de nombreux hommes. En conséquence, il n'a pas reçu de soins constants ni d'exemples stables d'adultes. Cela l'a conduit à développer un détachement social et une réponse émotionnelle diminuée envers ses semblables. Sa colère a été intériorisée et dans ses jeunes années, il a exprimé ses émotions destructrices, réprimées en incendiant et en torturant de petits animaux. En commettant ces actes, il a découvert une sensation croissante de domination, de pouvoir et de contrôle. Il a également appris à perpétuer des actes violents et destructeurs sans être détecté ou puni. Pour son emploi, il chercherait une position où il pourrait travailler seul et vivre par procuration ses fantasmes destructeurs. Ces emplois incluraient ceux de boucher, assistant d'embaumeur, assistant chirurgien ou employé d'hôpital. Il travaille du lundi au vendredi et le vendredi soir, le samedi et le dimanche, il est en congé. Il porte un couteau à des fins de défense, au cas où il serait attaqué. Ce type de pensée paranoïaque est en partie justifié par la faible estime qu'il a de lui-même. Il est probable qu'il ait une certaine anomalie physique due au manque d'hygiène des prostituées de l'époque et à l'absence de traitement contre les maladies vénériennes. S'il était infecté, cela alimenterait encore davantage sa haine et son dégoût envers les femmes. Il fréquente les pubs locaux et après quelques verres d'alcool, il devient plus détendu et trouve plus facile d'engager la conversation. Les enquêteurs et les citoyens de la communauté avaient une idée préconçue de ce à quoi Jack l'Éventreur pourrait ressembler. En raison de la croyance qu'il paraîtrait étrange ou macabre, il a été ignoré ou écarté comme suspect potentiel. Dans son rapport, John indique qu'il est probable que les lettres n'aient pas été envoyées par le véritable Jack l'Éventreur. Il estime que quelqu'un comme Jack savait qu'il attirerait l'attention du monde entier. Cependant, puisque sa motivation pour les crimes était enracinée dans une personnalité désorganisée et criminelle, il n'aurait jamais envoyé une lettre aux autorités en raison de son manque d'habileté sociale. Concernant l'âge de Jack, John estime qu'il avait entre 20 et 35 ans. Il pense que le criminel était assez jeune pour attirer l'attention de femmes plus âgées et les conduire à l'endroit de leur mort en plein air. De plus, il se serait probablement habillé comme un jeune homme riche pour minimiser ses interactions verbales avec les victimes. Dans ce contexte, le profil d'Aaron Kosminski a attiré l'attention de nombreux chercheurs. À l'époque des meurtres de Whitechapel, Aaron était un immigrant de 23 ans, arrivé à Londres dans les années 1880. Un des enquêteurs ayant participé à la chasse à l'homme a rédigé un rapport nommé Kosminski. Dans ce rapport, Aaron est décrit comme appartenant à la classe ouvrière juive de Londres et vivant à Whitechapel. De manière intéressante, sa profession était enregistrée comme barbier. Selon des sources, Aaron était un homme misogyne avec des problèmes psychologiques. Les notes anciennes des enquêtes, conservées au musée des crimes de la police métropolitaine de Londres, décrivent Aaron de cette manière. Il nourrissait une grande haine envers les femmes et montrait des tendances fortement homicides. Aaron est mort à l'âge de 53 ans
dans l'un des nombreux asiles où il fut interné au cours de sa vie. C'était un homme déséquilibré sexuellement, et il n'aurait pas été difficile pour la police de l'arrêter. Ses victimes étaient des prostituées, car elles étaient les seules femmes avec lesquelles il avait des contacts. John pense que la police a probablement interrogé le criminel au cours des enquêtes, ce qui correspond au cas d'Aaron Kosminski. John explique également qu'il n'est pas nécessaire pour un criminel de posséder des connaissances médicales ou chirurgicales pour causer un massacre comme celui de Jack. La preuve en est l'existence d'autres tueurs en série, comme Jeffrey Dahmer, Ed Gein ou Edmund Kemper. Cela nous amène à une époque plus récente. Entre 2014 et 2017, le chercheur Russell Edwards a analysé l'écharpe de la victime, Catherine Eddowes. Des fibres d'ADN semblaient relier Catherine à Aaron Kosminski. Cependant, bien que cette recherche ait été approfondie, les résultats ont été critiqués au fil des années en raison d'erreurs potentielles et de la provenance douteuse de l'écharpe. Finalement, à l'époque, les actes de Jack l'Éventreur ont suscité de nombreux débats sociaux sur les conditions de vie des habitants de Whitechapel. Par conséquent, de nombreux lieux ont été démolis et reconstruits. De plus, des musées ont été créés pour conserver des documents et des informations sur les événements de 1888. Jack est devenu un cauchemar dans les histoires racontées aux enfants. Pendant longtemps, il a également été perçu comme une manifestation sociale de la lutte de la classe supérieure contre les classes populaires. Les spéculations autour de son identité persistent encore aujourd'hui. Pourtant, il semble évident que découvrir un jour la véritable identité de Jack ne suscitera probablement pas le même enthousiasme. En d'autres termes, le mystère entourant sa personnalité et son identité est bien plus fascinant que l'identité elle-même. Autrement dit, il est beaucoup plus intéressant de spéculer sur qui était Jack l'Éventreur plutôt que de découvrir sa véritable identité. Ainsi, l'humanité accepte Jack l'Éventreur comme une entité presque surnaturelle dans l'histoire de l'existence humaine, plutôt que comme un simple homme. En d'autres termes, Jack incarne et continuera d'incarner la personnification même de l'essence du mal, un symbole intemporel de la cruauté humaine.